Imaginez une seconde qu'une force cachée, presque invisible, détermine le destin des nations. C'est l'énigme au cœur de notre exploration aujourd'hui. On se pose souvent la question, pourquoi certains pays virent vers le communisme alors que d'autres deviennent les champions du capitalisme? Comment elle explique ces trajectoires politiques qui semblent défier toute logique économique? Eh bien, la réponse est peut-être pas là où on pense. C'est l'hypothèse, disons-le, assez radicale de l'historien Emmanuel Todd, et si la famille était la matrice invisible de l'histoire, le code source qui programme nos sociétés bien avant même qu'on sache ce que le mot politique veut dire. Alors, pour décortiquer cette idée, voici le plan de match. On va d'abord déchiffrer ce fameux code caché dans la famille. Ensuite, on va découvrir les 4 grands modèles qui en découlent et comment ça redessine complètement la carte du monde. Après, on verra ce qui allume la mèche des grands changements historiques, avant de terminer avec ce que cette théorie nous dit sur les tensions géopolitiques d'aujourd'hui. Allons-y, on commence par la base. Pour Todd, la famille, c'est pas juste un petit cocon d'amour, c'est notre tout premier terrain d'entraînement politique. Le concept clé, c'est vraiment ça, le système familial. En gros, c'est un ensemble de règles non écrites qu'on absorbe quand on est enfant. Ces valeurs-là, la liberté, l'autorité, l'égalité, on les apprend dans nos relations avec nos parents, nos frères et sœurs, et ça devient la lunette à travers laquelle on regarde le monde politique une fois adulte. Bon, le premier axe qui structure tout ça, c'est le rapport à l'autorité. Dans les systèmes qu'on dit libéraux, l'enfant quitte la maison pour devenir autonome. L'autorité des parents a une date de fin, ce qui se traduit, politiquement, par une certaine méfiance envers un pouvoir trop absolu. À l'inverse, dans les systèmes autoritaires, l'enfant reste. L'autorité du père est permanente, ce qui prédispose les gens à accepter plus facilement une hiérarchie claire et un État fort. Le deuxième axe, c'est notre rapport à l'égalité. Et ça, c'est défini par les règles de succession. C'est assez simple. Quand l'héritage est partagé également entre les enfants, ça installe une croyance profonde que tout le monde est égal. Mais quand un seul héritier est choisi ou que le parent décide comme il veut, l'inégalité devient comme une norme acceptée, ce qui facilite l'acceptation des hiérarchies dans la société. OK, maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va assembler les morceaux. En croisant ces deux axes, autorité/liberté d'un côté et égalité/inégalité de l'autre, on obtient une matrice super puissante qui nous révèle 4 grands types de familles, 4 genres de plans directeurs pour bâtir une société. Ce tableau, c'est vraiment le cœur de la théorie. Regardons ça rapidement. On a la famille nucléaire absolue, libérale mais inégalitaire, le terreau parfait pour le libéralisme de marché. Puis la famille nucléaire égalitaire, libérale et égalitaire, ce qui mène au républicanisme universaliste comme en France. Troisièmement, la famille souche, autoritaire et inégalitaire, qui valorise l'ordre et la discipline. Et finalement, la famille communautaire, autoritaire et égalitaire en même temps, le terrain de jeu idéal pour le communisme. Maintenant, allons plus loin et voyons comment ça change notre vision du monde. Oublions les frontières politiques un instant et regardons plutôt la carte invisible des structures familiales. On commence par le monde anglo-saxon. La liberté de choisir son héritier, le départ rapide des enfants de la maison, tout ça, ça crée un individualisme, disons, assez féroce. Ce n'est donc pas un hasard si c'est le berceau du capitalisme. La structure sociale elle-même valorise la liberté individuelle avant tout. Ensuite, on a la famille souche. Pense à l'Allemagne, au Japon ou même à la Suède. L'autorité du père et la désignation d'un héritier principal ont forgé des cultures basées sur la discipline, le respect de la hiérarchie, l'organisation. C'est la matrice des États-providence très fort, mais ça peut aussi, dans ses dérives, mener à l'ethnocentrisme. Et puis, il y a cette immense étendue qui va de la Russie à la Chine, où la famille communautaire domine. Les fesses mariées qui restent sous le même toit, l'héritage partagé, c'est l'alliance parfaite de l'autorité et de l'égalité. Le communisme, vu comme ça, n'était pas une idée qui tombait du ciel, mais plutôt l'extension à l'échelle d'un pays d'un mode de vie qui existait déjà. Mais là, une question se pose. Ces structures familiales sont très anciennes, très stables. Alors, qu'est-ce qui fait que tout à coup, l'histoire s'emballe? Qu'est-ce qui met le feu aux poudres? Alors, c'est quoi ce détonateur? Pour Todd, la réponse tient en un mot, l'alphabétisation de masse. Pensez-y. Quand plus de la moitié de la population masculine sait lire, le savoir n'est plus contrôlé par le père ou le curé. L'autorité traditionnelle s'effondre, c'est là que la crise éclate. Et quand la révolution arrive, son idéologie, c'est toujours le reflet direct des valeurs de la famille qui dominent dans la société. Et c'est là qu'on voit le mécanisme en action. La même étincelle, savoir lire, produit des incendies complètement différents. En France, une terre de famille libérale et égalitaire, la révolution se fait au nom de la liberté et de l'égalité. Mais en Russie, avec sa famille autoritaire et égalitaire, la révolution se fait pour l'autorité et l'égalité. Le carburant idéologique, ce n'est tout simplement pas le même. Bon, faisons maintenant un saut jusqu'à aujourd'hui.
On va voir comment cette grille de lecture éclaire les grandes fractures de notre monde en rapportant ici, de façon neutre, l'analyse de Todd. Selon son analyse, l'Occident serait entré dans ce qu'il appelle le stade zéro, c'est-à-dire que les valeurs morales héritées de la religion, qui assuraient une certaine cohésion, se sont comme évaporées. Sans ce ciment, la société se fragmente et entre dans une sorte de nihilisme, une perte de repères collectifs. Et ça mène à un isolement anthropologique assez frappant. D'un côté, on a les nations occidentales, avec leurs familles nucléaires individualistes, qui représentent à peu près 15% de la population mondiale. De l'autre, 85% du monde fonctionne encore sur des modèles familiaux qui valorisent la communauté et la lignée paternelle. Cette fracture expliquerait pourquoi une majorité de pays n'ont pas suivi l'Occident dans les conflits récents. Pour une grande partie du monde, l'Occident n'est plus vu comme un modèle, mais plutôt comme un lieu où la famille et les repères sociaux se dissolvent. En se posant en défenseur des valeurs traditionnelles, la Russie, toujours selon Todd, parle un langage que le reste du monde comprend, ce qui isole l'Occident sur le plan idéologique. Ce qui nous amène à la question finale. Si ces structures profondes façonnent nos idéologies sans même qu'on s'en rende compte, est-ce qu'on est juste en train de rejouer un scénario écrit il y a des siècles? Ou est-ce qu'on peut, en comprenant ce code, enfin choisir consciemment notre destin? La réflexion reste ouverte.